Messieurs, bonjour. C'est l'instant de la rétro. Les 16 et 17 décembre 2025, les urnes régionales ont parlé. Mais au-delà des résultats, elles ont révélé des fractures silencieuses. Dans plusieurs régions, les consignes fermes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, proclamées non négociables, ont été bravées parfois ouvertement. Ces élections censées consolider la décentralisation ont ainsi mis en lumière une tension majeure. Quand la discipline du parti RDPC vacille, que reste-t-il de l'autorité politique et de la cohérence institutionnelle? La rétro, cette semaine, s'arrête sur cet instant de vérité pour interroger sans passion mais sans détour ce que ces votes disent du pouvoir, du parti RDPC, de la loyauté et de l'avenir des régions. En face de moi, pour cette semaine, Jean-Baptiste Atemengue, il est cadre du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, élu local de ce même parti. Jean-Baptiste, bienvenue sur le plateau de la rétro. Bonjour et merci de m'accueillir sur ce plateau si moderne de Canal 2. Vous êtes un habitué de nos plateaux, peut-être pas pour cette émission, généralement pour des émissions de débat. Jean-Baptiste, merci d'être venu. On revient à vous dans un instant. Le temps pour nous de revisiter l'actualité de la semaine en quelques faits. C'est le round-up. Sur ces images de vidéosurveillance, il est 2 h du matin le 19 novembre dernier, une dizaine de jeunes masqués pénètrent au supermarché Santa Lucia à Ngousso, armés de machettes, couteaux et d'armes automatiques. Les employés pris au dépourvu sont tenus en respect, les caisses à la merci des malfrats. Ils se servent sous le regard médusé des caissières. Pendant ce temps, un des membres du commando, pistolet automatique au poing, fait le guet à l'entrée du magasin. En quelques minutes, l'opération est bouclée. Ils emportent 14 millions de francs CFA. Presque un mois après leur casse, les éléments du service central de recherche judiciaire de la gendarmerie mettent le grappin sur près d'une dizaine de membres de ce gang. Résultat d'une enquête ayant mis en jeu moyens humains, technologiques et de renseignement. La reconstitution de ce 15 décembre permet au substitut du commissaire du gouvernement près le tribunal militaire de Yaoundé d'y voir plus clair. Vous ne verrez pas leur visage, mais attention à leur jeunesse et leur mine innocente. Ils sont généralement outillés, très bien outillés, parce qu'ils ont des armes à feu, des machettes, des couteaux et d'autres formes d'armes blanches. Au cours des investigations, nous avons réussi à mettre la main sur environ 8 personnes. Guidés par leur appétit insatiable pour les millions volés à d'honnêtes citoyens, le même gang récidive le 30 novembre dans un launch et un point de transfert d'argent au quartier Bastos. Tenanciers et clients sont délestés de la somme de 2 700 000 francs CFA. Soit 1 million dans le Bliss et 1 700 000 chez le responsable du point de transfert Mobile. Là, ils vont se diviser en deux. Un groupe va partir dans le launch bar et le second va attaquer le responsable d'Orange Money. La réussite et surtout la célérité de cette opération sont l'œuvre d'une collaboration étroite entre population et forces de maintien de l'ordre. Parce que si ce n'était pas la collaboration, nous ne serons pas arrivés à ce résultat. Et nous continuons d'être vigilants. L'utilisation d'armes à feu dans leur sale besogne est le passeport qui conduit ces jeunes expérimentés dans le braquage tout droit devant les magistrats du tribunal militaire. Son physique reflète la gravité de son acte. Après avoir été repoussé par sa copine à l'issue d'une soirée arrosée, l'individu, en quittant la chambre, aperçut la petite Chloé âgée de 13 ans seulement qui visionnait et lui demanda de l'accompagner pour clarifier la situation. L'enfant suivit naïvement son tonton jusqu'à l'église, à quelques mètres de la maison. C'est dans les latrines abandonnées de ce lieu qu'il la viola avant de l'assassiner. C'est après donc qu'elle est donc tombée. La tête était du côté ici. La partie du corps était du côté de la porte. C'est par là qu'elle s'est donc montée sur elle. Au moment qu'elle était en train de crier, elle appuyait son cou pour que la voix ne sorte pas. C'est qu'elle est comme ça donc qu'elle est encore en vie. C'est là où... Vous preniez le fil là-bas, c'était pour faire quoi? Bon, pour venir la tuer. Alors, c'est justement ça l'assassinat. Parce que vous avez décidé, oui, en réalité vous voulez la violer
et l'assassiner. Le drame s'est déroulé à Essazou village, situé entre Tropicana et Carrefour de l'Amitié, dans le 4e arrondissement de Yaoundé. Après son forfait et sans aucun remords, il est retourné au domicile de sa copine, qui dormait encore, pour récupérer le téléphone de cette dernière, puis s'est rendu au quartier Mvan. Une fois sur place, le suspect a passé un appel de groupe sur le compte WhatsApp de la famille de sa petite amie pour leur annoncer le décès de leur fillette. J'étais gêné, ça me dérangeait. Le criminel présumé a ensuite éteint le téléphone, retiré la puce et trouvé refuge dans un bar du lieu-dit complexe Béac où il passa la nuit. Les recherches menées ont finalement conduit la police à sa cachette, dissimulée sous un canapé. En partant, on a vérifié la position du téléphone, on l'a justement trouvé caché sous le canapé comme vous l'avez vu. Donc c'est un meurtrier froid qui a bien prémédité son coup et qui voulait se venger de sa copine qui l'hébergeait, copine qui le nourrissait, mais qui a eu marre de le porter et qui a mis fin à leur relation. C'est donc dit, en frappant là où ça fait mal, la copine n'oubliera pas. C'est ça les faits tristes qui conduisent au décès de la petite Indira qui était là au mauvais moment, parce que certainement, si ce n'est pas elle qui prenait une autre étant décidée de commettre cet assassinat. La famille, durement éprouvée, remercie la police qui a interpellé cet assassin présumé. Je lui dis merci. Je remets ça entre les mains de Dieu jusqu'à la fin. Qui font leur travail, je les remets dans la justice. L'élève en classe de 4e section anglophone dans un établissement de la place est parti, mais son bourreau est dans les griffes de la justice. Des voix de revendication qui s'élèvent. Juste à côté, chapiteaux démontés, macabo, ignames, plantains et autres marchandises rangées. Au téléphone, la nouvelle circule. La foire de l'association des Bayam Salam du Cameroun et de la diaspora a foiré ce mardi. Rien que 4 heures, avec les caterpillars, ça a détruit, comme vous voyez qu'on est sinistré, toutes les marchandises parties. Les exposantes, venues des 10 régions du Cameroun pour prendre part à cet événement rendu à sa 4e édition, sont désemparées. Pourtant, l'association avait déjà été sommée de quitter les lieux bien avant le lancement de cette foire. Je n'ai rien eu que sommation ou quelque chose. Les choses qu'on a menées des doigts là, ils ont tout cassé. Nous, on va faire comment? Du côté de la mairie de Yaoundé 3e, cette foire qualifiée d'encombrement de la voie publique aurait déjà fait l'objet de plusieurs mises en demeure. Je vous dis que c'est une vieille affaire, ça fait plus de 15 ans que cette femme est sur ce site. On fait des sommations, elle monte et descend, elle se comporte comme bon lui semble, et c'est pas bon. Nous sommes dans une république, et dans une république il y a des lois. Et les lois doivent être respectées par les populations. Ce 16 décembre, les agents de la mairie ont décidé de mettre un terme à une activité jugée prolongée au-delà des délais tolérés. Nous avons construit un très grand marché derrière nous. C'est beaucoup d'argent. Et c'est anormal qu'un particulier, un individu lambda vienne faire un marché en face et faire concurrence à notre marché qui ne demande qu'à avoir des commerçantes à l'intérieur. Nous sommes outrés par ce genre de comportement. Et M. le maire a tenu à dépasser la tolérance administrative. La pilule est difficile à avaler pour les exposantes. Visiblement éprouvées, elles ne cachent ni leur désolation, ni leur incompréhension face à une décision qui bouleverse leurs attentes et leurs investissements. À la tête du conseil régional du centre, il fait office de pionnier. Porté en 2020 à la tête de l'exécutif régional, Gilbert Timié-Vouna remplit pour un second mandat à l'issue des élections de ce 16 décembre 2025, tenues sous le contrôle du gouverneur de la région du centre. Il a obtenu la confiance de 87 conseillers sur les 90 que compte l'institution, contre 2 bulletins nuls et une abstention. Si son premier mandat a été marqué par de multiples sorties et plaidoyer en faveur de la décentralisation, notamment la mise à disposition de moyens, financiers surtout, nécessaires à l'accomplissement des missions de l'institution, l'homme politique et élite du Fundi devrait poursuivre sereinement son œuvre, accompagné de ses lieutenants.
Jean-Claude Sanama Nkono, digne fils de Bokito dans le Mbamé-Inoubou, est également là depuis 2020. Il est premier vice-président. Le commandement traditionnel est représenté par 2 poids lourds, Leur Majesté Joseph Assogo Nana et Henri Bessala Bessala, respectivement vice-président et secrétaire. 2 questeurs viennent compléter le tableau de ce bureau, Edouard Junion Ekele et Ali Manga de la Lekié. À titre de rappel, le président du conseil régional du centre est natif de Yomaban dans l'arrondissement de Yaoundé 7e. Ancien délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé, Gilbert Timiévouna a œuvré à donner un visage plus reluisant à la capitale. Il a passé une bonne partie de sa carrière de fonctionnaire au ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. Sur le plan politique, ses états de service sont élogieux au sein du RDPC. Il est par ailleurs ancien membre d'honneur de l'Association internationale des maires francophones. Bienvenue, messieurs et dames. Si vous nous rejoignez seulement maintenant dans le cadre de cette émission, vous regardez la rétrospective de l'information, la rétro sur les antennes de Canada International, avec comme invité cette semaine Jean-Baptiste Atemengue, on l'a dit, il est cadre du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, élu local de ce parti-là, maire de la commune de Ngoumou. Jean-Baptiste, bienvenue une fois de plus. Alors, comme vous avez vu pour la région du centre, le 16 décembre dernier, dans toutes les régions du Cameroun, et le 17 pour la région du sud, il y a eu élection des exécutifs, justement, des conseils régionaux. Comment, au sein du parti RDPC, vous avez vécu ces élections-là? Alors, nous l'avons vécu avec beaucoup de joie, parce que nos conseillers régionaux dans les 10 conseils, les 10 conseils régionaux sont majoritaires. Ils ne sont pas les seuls, mais ils sont majoritaires et donc les 10 exécutifs seront dirigés par les militants, les camarades du RDPC. Certains exécutifs ont des alliés qui ont accepté de travailler avec les camarades du RDPC au sein des 10 exécutifs, mais les 10 conseils régionaux seront dirigés par des camarades. Ça, c'est la première volonté du parti, celle du RDPC, c'est-à-dire conquérir la tête de tous ces conseils régionaux-là. Mais il y a quand même un bémol, il y avait une prescription au départ, ce que vous avez appelé la discipline du parti, que la veille, le ministre d'État, secrétaire à la communication du RDPC, Jacques-Fam Dongo, avait qualifié de non négociable. Est-ce que cette consigne a été respectée? Les consignes du parti ont été respectées à 80%. À l'extrême nord, même si les problèmes n'étaient pas identiques dans ces 2 régions, parce qu'au sud, le président sortant, de l'exécutif sortant, a été purement et simplement écarté, n'était pas investi par le parti, alors qu'à l'extrême nord, le président sortant était bel et bien réinvesti par le parti. Mais face à lui, s'est présenté notre camarade pour briguer ce poste de président du conseil régional de l'extrême nord. Au sud, effectivement, il y a eu aussi un autre camarade, Gervais Ndo, qui s'est présenté contre le camarade Bikoro, investi par les instances dirigeantes du parti. Alors ça, c'est la réalité du terrain, mais je voudrais vous interroger sur cette consigne-là que le RDPC a qualifiée de non négociable. Cette affirmation, quand même, soulève une interrogation. Est-ce que nous sommes face à une exigence normale de cohérence politique ou à une tension entre discipline partisane et légalité républicaine? La légalité républicaine s'impose à tous les partis politiques. Et au sein de cette légalité républicaine, il y a d'ailleurs au niveau du code électoral, la loi portant code électoral, une obligation à tous ces partis politiques de respecter les équilibres sociologiques. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, la République, par la Constitution, a institué une démocratie des partis politiques. En dehors de l'élection présidentielle qui a laissé une ouverture à des candidatures indépendantes,
tous les autres scrutins, que ce soit à suffrage universel direct, comme les conseillers municipaux et les députés, ou à suffrage universel indirect, que ce soit les sénatoriales ou les conseils régionaux que nous venons d'élire, la loi républicaine a imposé que seuls les partis politiques investissent des candidats. Donc ça, c'est la loi républicaine. Elle n'a pas permis de candidature indépendante en dehors de l'élection présidentielle. Bon. Maintenant, au niveau interne des partis, effectivement, chaque parti a des modalités pour choisir ses candidats à investir. Alors, ce que beaucoup de nos compatriotes et camarades entendent souvent par investiture, c'est plutôt le fait que le parti, sans consulter la base, impose un candidat. Mais l'investiture est une procédure républicaine qui est obligatoire, qui s'impose à tous les partis. Seul le parti investit les candidats à toutes les élections, sauf à l'élection présidentielle où il y a une possibilité de candidature indépendante, qui est assez difficile d'ailleurs, mais au moins à ce niveau, ça existe. Alors, revenant au sein du parti, le parti, selon les élections et les circonstances, peut adopter plusieurs modalités de choix des candidats. À l'élection des conseils régionaux que nous venons Ce qui nous intéresse d'ailleurs. Que nous venons de traverser, une lettre circulaire du président national a bien fixé les modalités internes de choix des candidats. Il fallait consulter les représentants des organes de base dans chaque département, dont les présidents de section RDPC, OFRDPC, OJRDPC et les commissions départementales, les commissions permanentes départementales se sont assis pour examiner les différentes candidatures. Nous avons déploré à un moment, dans cette procédure, effectivement, l'absence d'une profondeur démocratique, mais c'était quand même, mais on a consulté. On a consulté. Donc, vous avez consulté par quel process, Jean-Baptiste Atémé? C'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire que dans chaque département, les présidents de section RDPC, OFRDPC, OJRDPC et les membres des commissions permanentes départementales ont formé des comités ad hoc pour examiner les candidatures. Dans la région du centre, où nous avons 70 arrondissements, dont 70 communes, un seul poste revient à chaque commune de conseil régional. Et donc, évidemment, quand vous avez une dizaine de candidatures, il faut éliminer 9 candidats et retenir une seule candidature. Et là, effectivement, c'était difficile, ce d'autant plus que la lettre circulaire n'a pas dit clairement qu'en cas de désaccord, qu'il y ait un vote au sein du comité. Donc, il n'y avait pas véritablement une démocratie lors du choix de ces candidatures. Mais c'est ce que les instances dirigeantes ont fixé. Donc, la plupart des conseils régionaux. Mais ça s'est passé sans bruit, ça veut dire qu'il y avait pratiquement du consensus à tous les endroits? Non, il n'y avait pas de consensus à tous les endroits. Il y a eu beaucoup de requêtes. Dans la Meufou à Kono, il y a eu des requêtes. Bon, certaines, je ne sais pas si ça a été pris en compte, comme je ne suis pas au niveau de ceux qui examinaient ces requêtes. Mais toujours est-il que la légitimité démocratique des candidats conseils régionaux du parti était limitée. On a consulté, mais ce n'était pas parfaitement démocratique. Je ne sais pas ce que les autres partis politiques ont adopté comme modalité. Jean-Baptiste Atémé, est-ce que de façon implicite, vous êtes en train de nous dire que vous, au sein du parti même, vous déplorez l'insuffisance des procédures démocratiques? Je ne dis pas que je déplore. Moi, je pense que chaque élection est une élection à part. Là, c'est une élection au suffrage universel indirect. Donc, évidemment, au sein du parti, vous avez deux impératifs. Vous avez l'impératif des équilibres sociologiques, répartition du pouvoir entre les composantes sociologiques. Vous avez l'équilibre de répartition de ces pouvoirs
lorsque la liste est régionale, comme au sein des conseils régionaux ou départementaux, il y a plusieurs arrondissements, vous avez un impératif de répartition territoriale pour que chaque territoire se sente représenté. Et c'est aux instances dirigeantes du parti d'avoir une vision globale pour essayer de sauvegarder ces équilibres. En même temps, vous avez la problématique des individualités. Le parti a besoin aussi des individualités fortes, populaires, légitimes, qui ont fait leur preuve sur le terrain. Vous avez vu dans la région du centre la légitimité dont bénéficie le président et patriarche Tchimévouna, qui vient de ce qu'il a fait comme action, mené comme action en tant que délégué du gouvernement. Donc si vous demandez à quelqu'un, est-ce que le président du conseil régional du centre mérite ou pas d'être investi par le parti, tout le monde vous dirait, même si on consulte la base, on pense probablement qu'il aurait la même confiance de la base parce qu'il a fait ses preuves. Donc le parti a besoin des personnalités qui ont effectivement, comme lui, fait des preuves sur le terrain, donc des personnalités fortes. Mais c'est un problème de dialogue, à mon humble avis. Alors, on va parler du cas du Sud particulièrement qui a fait beaucoup de chou gras de la presse. Mais je voudrais quand même vous interroger sur un aspect. C'est la première épreuve après la prestation de serment du président de la République qui a promis un mandat axé vers les jeunes et les femmes. Mais on se rend compte que dans tous ces exécutifs communaux-là, il n'y a pas de jeunes, il n'y a pas de femmes carrément. Pour vous, est-ce que ça ne vous parle pas, vous, au sein du parti? Ça dépend de ce qu'on appelle jeune. Au niveau du Conseil régional du Sud, je crois que... Prenons la tête, limitons-nous à la tête au président des exécutifs, il y en a 10. Combien y a-t-il de femmes et de jeunes? Le président entrant au Sud est nettement plus jeune que le président sortant, donc il y a eu rajeunissement. Au Sud, toujours la vice-présidente, la première vice-présidente, c'est une dame qui est relativement jeune. Vous parlez là des gens à qui vous n'avez pas donné l'investiture, Jean-Baptiste Atemende, qui ont forcé, qui sont entrés au forceps. Non, les deux bénéficiaient déjà de l'investiture du parti, mais pas au poste qu'ils occupent à l'issue du scrutin. Les deux occupaient respectivement le poste de premier vice-président et de deuxième vice-président. Mais il se trouve que le premier vice-président qui occupait déjà, proposé par le parti, qui occupait déjà ce poste lors du mandat précédent, estimait qu'il ne pouvait plus attendre longtemps et il avait déjà été candidat au poste de président du Conseil régional du Sud en 2020. Donc, il était à sa deuxième candidature, donc a estimé que bénéficiant probablement de l'appui des conseillers régionaux, qui, je le répète, ont été tous investis par le parti. Mais pas au même poste. Non. Déjà pour qu'ils soient conseillers régionaux, c'est le parti qui les a investis. Et leur choix n'a pas été si démocratique que ça. Je pense que beaucoup de conseillers régionaux, si on avait organisé des primaires dans leur arrondissement, dans leur localité, je ne suis pas sûr qu'ils auraient été désignés. Donc, c'est pour ça qu'il faut trouver un équilibre entre l'impératif, l'objectif de démocratisation du parti. La démocratie fait partie des objectifs du RDPC dans son article 2. Ça veut dire qu'un camarade qui s'oppose... Et même de par sa devise. Voilà, de par sa devise et de par sa dénomination. Mais nous sommes un rassemblement démocratique. Donc, un camarade qui s'oppose à cet objectif de démocratisation au sein du RDPC, qui s'oppose aux procédures démocratiques au sein du RDPC, en réalité peut être traduit au conseil de discipline. Ça arrive souvent lorsqu'on investit justement sur le terrain des candidats que certains camarades choisissent d'imposer, parce qu'ils sont assez influents, des candidatures. Ça constitue une faute, surtout lorsque le président national a instruit une modalité démocratique de choix des candidats. Là, c'est un fait. Mais en même temps, vous avez par exemple évoqué la question des femmes. Et on s'est rendu à l'expérience démocratique que la démocratie intégrale en tant que modalité de choix des candidats au sein du parti était très défavorable aux femmes. Si vous prenez les élections législatives avant
les années 90, où le multipartisme est revenu, vous verrez que le taux de représentation des femmes à l'Assemblée nationale était plus élevé que lors de l'élection présidentielle de 92 et encore beaucoup moins élevé en 96 ou en 97 où on avait instauré des primaires intégrales partout. Et cela avait défavorisé les femmes. Vous pouvez regarder, consulter les archives. Donc si vous ne prenez pas des mesures de discrimination positives envers les femmes et envers les jeunes, vous retrouverez un déséquilibre et une injustice, une marginalisation de ces composantes, par exemple, au sein des différentes instances politiques. Donc, il faut trouver un équilibre et c'est pour ça que les instances dirigeantes du parti ont, par exemple, institué au sein du parti, c'est une obligation, des quotas. À chaque élection, on impose qu'il y ait au moins, désormais, 30% des femmes au sein des listes que le RDPC investit, qu'il y ait au moins 10% de jeunes. Par moment, 20%, on monte à 20% selon les élections des jeunes pour que jeunes et femmes fassent 50% au moins des listes. C'est le cas pour les élections au conseil, dans tous les conseils municipaux, et c'est souvent appliqué, et même au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, s'il n'y a pas ces mesures de discrimination positive et que vous procédiez de façon totalement et intégralement démocratique, vous n'aurez pas ces deux composantes assez représentées. Donc, c'est pour ça qu'il faut trouver un équilibre entre l'impératif démocratique et la restauration des composantes sociologiques ou des catégories sociales qui n'ont pas assez de ressources. Parce que la démocratie impose d'obtenir des ressources. Et ces ressources sont matérielles ou immatérielles. Vous-même, les journalistes, vous avez tendance à aller toujours interroger, aller toujours mettre au devant de la scène médiatique les personnalités que vous connaissez. Pas toujours. Bon, je pense que c'est une tendance naturelle. Ouais. Même si vous décidiez aujourd'hui que vous mettiez en avant des non-nèmes en politique, vous êtes conscient que peut-être votre audimat, peut-être... Non, dans la règle journalistique, le poids des acteurs compte. Voilà, justement. Ça, c'est sûr. Et là, vous verrez que les jeunes et les femmes n'ont pas ce poids au départ. Mais je voudrais quand même qu'on poursuive sur cette question de représentativité-là, et je pose des questions sur la base des constats. Justement, vous-même, vous avez dit que vous avez investi des candidats, et nous avons fait le constat de ce qu'il n'y a pas il n'y a ni femmes ni jeunes à la tête de ces candidats que vous avez investis à la tête des exécutifs des conseils régionaux. Est-ce à dire les femmes et les jeunes, pour vous, doivent toujours occuper les secondes places? Non, je pense qu'on a introduit les jeunes et les femmes au sein des exécutifs, peut-être pas à la tête. Pourquoi pas à la tête? C'est ça la question. Le principe tel que les instances dirigeantes ont expliqué lorsqu'on allait même au niveau des investitures, des candidatures de conseils régionaux, c'était qu'on sortait d'un premier mandat expérimental où les conseillers régionaux ont un peu tâtonné. C'est l'échelon de la décentralisation qui est le plus récent, tout neuf, et donc qui n'a même pas bénéficié d'assez de ressources financières pour faire ses preuves. Donc, après ce mandat d'apprentissage, le principe, grosso modo, est dans l'ensemble. Ça ne veut pas dire qu'on a reconduit tout le monde, mais le principe était de reconduire ceux-là qui avaient déjà eu ce mandat d'initiation, qui ont appris un peu ce que voulait dire le conseil régional, et de leur donner donc une chance lors de ce deuxième mandat pour qu'on voit véritablement de quoi ils sont capables. Mais dans cet apprentissage, il était donc question d'introduire, je crois, c'est ce que j'ai observé, j'interprète ce que j'ai observé, de temps en temps, donc, pour ce deuxième mandat, d'introduire des femmes et des jeunes. Vous avez parlé du Sud, la première vice-présidente n'était pas membre du bureau sortant. Ailleurs aussi, on a introduit quelques nouvelles figures pour que cet apprentissage se poursuive pour ces jeunes et ces femmes. Mais le principe général était quand même de reconduire, grosso modo, ces
conseillers régionaux qui ont été initiés lors du premier mandat inaugural des conseils régionaux. Pourquoi, selon vous, il était nécessaire pour le comité central du RDPC de rappeler à la veille de ce scrutin-là que la discipline du parti est non négociable? Nous sommes une famille politique. Nous poursuivons des objectifs communs. Nous avons un président national qui donne des orientations, qui est à la fois chef de l'État d'ailleurs, donc c'est lui aussi, en tant que tel, le garant du bon fonctionnement des conseils régionaux, qui sont des CTD, certes avec autonomie financière et administrative, mais autonomie qu'ils exercent sous la tutelle du chef de l'État. Donc, nous avions un objectif qui est celui d'avoir une cohérence entre le président national qui est le chef de l'État, les instances dirigeantes et la politique que le gouvernement va mener et ce que les exécutifs régionaux vont mener. Donc c'est pour ça que je pense que les instances dirigeantes ont, comme à l'accoutumée, essayé d'orienter le choix des conseillers régionaux. C'est une orientation. Je pense que le principe est bon. Principe est bon. On peut améliorer les modalités. On peut améliorer les modalités. Est-ce qu'il y a eu assez de discussions? Parce que pour ce qui est des conseillers municipaux, nous, en interne, avant la session de plein droit, on s'est réunis et une lettre circulaire définit les modalités de cette réunion souvent. C'est une lettre circulaire classique. 2 ou 3 jours avant la session de plein droit, où les différents candidats au poste de maire adjoint se prononcent et le parti laisse souvent la possibilité aux conseillers municipaux de choisir les camarades de façon démocratique. Et une fois que c'est arrêté démocratiquement, on va à la session de plein droit avec les candidats choisis au sein du groupe RDPC du conseil municipal. Pour le conseil régional, c'est vrai que l'enveloppe, comme on l'appelle, arrive de façon relativement sèche, sans grande concertation. Et je pense qu'on peut améliorer cette concertation. Mais est-ce que c'est utile? Je pense oui, c'est utile, mais il faut peut-être améliorer les modalités et le dialogue entre les conseillers régionaux qu'il faut écouter. Il faut écouter, parce que ça ne sert à rien non plus d'imposer un camarade qui n'a pas le soutien significatif des conseillers régionaux, majoritaire des conseillers régionaux. Donc je crois qu'il faut discuter. Dans 8 cas sur 10, ça a marché. Ça veut dire que la proposition du parti a eu l'accord et dans une large majorité. Ça ne veut pas dire, vous avez vu dans le centre, ce n'était pas 100% de voix. Il y a eu quelques voix, une voix d'abstention et 2 voix. 87 sur 89. Voilà, 87 sur 90. Donc, on pense que, mais presque qu'à 100% ont approuvé le choix du comité central ou des instances dirigeantes du parti du président national. Là où il y a problème, je pense qu'on peut l'améliorer en dialoguant avant la tenue de la session de plein droit. Je voudrais qu'on marque une autre halte de cette émission Jean-Baptiste Atemengue pour essayer un peu de découvrir ce qui s'est réellement passé au Sud au cours de l'élection de ces exécutifs des conseils régionaux. Ces derniers jours, le Conseil régional du Sud, objet de moult convoitises, a semblé avoir troqué le calme et la mesure de ses acteurs habituels par de nouveaux, plus offensifs, plus cash, plus conquérants. Dans cette course, une femme a jeté un pavé dans la mare en disant sans doute tout haut ce qui se murmurait déjà. La discipline du parti, on la suit, ça c'est clair, mais il faut investir en écoutant le son de cloche de la base. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous avons d'autres échéances. Et cette base-là, elle aimerait, et le président lui-même l'a dit, qu'on investisse les gens
dont les populations peuvent s'identifier. Si la militante engagée et ardente défenseur du parti du flambeau a affiché sans langue de bois son ambition à prendre la tête de ce conseil régional, les effets de ces sorties ont motivé un recadrage ferme du comité central du RDPC. Si les passes d'armes ayant animé la scène politique ont médusé certains conservateurs, d'autres acteurs ont acté sans détour un diagnostic. L'autophagie qui ronge de l'intérieur le parti de la majorité. Avec la discipline du parti, il faut rappeler que on est dans une sorte de démos sans kratos, c'est-à-dire un peuple qui n'a pas de pouvoir, un peuple qui est dépourvu de pouvoir, c'est-à-dire un peuple qui n'est pas souverain. Parce qu'avec le truchement ou le mécanisme de la discipline du parti, généralement les exécutifs sont choisis dans des bureaux feutrés à Yaoundé et généralement ce sont des enveloppes sous pli fermé qui arrivent. Au final, le binôme jeunes et femmes, encore appelé le duo de la réforme, arrive en tête de course. Éric Gervendo est porté à la tête du conseil régional par 66 conseillers municipaux au détriment de son challenger Antoine Bikoro Allo, pourtant plébiscité comme ayant les faveurs du parti et qui s'en sort avec 22 voix. Cathy Meba, quant à elle, s'arroge le poste de première vice-présidente. Elle est la première femme à occuper ce poste. Un verdict qui pourrait sonner comme une sentence, celle de l'échec des plis fermés du comité central du RDPC. Jean-Baptiste Atemengue, vous avez compris, votre politique des plis fermés a échoué dans le Sud. Je suis d'accord avec la première vice-présidente qui dit qu'il faut investir en écoutant le son de cloche de la base. Mais comme je l'ai dit, nous n'étions pas à une élection au suffrage universel direct. Donc l'élection même des conseils régionaux ne s'est pas faite en écoutant tellement la base. Dès l'investiture, comme je vous ai dit, les procédures ne permettaient pas d'écouter la base. Et c'est tout à fait normal parce que c'était une élection au suffrage universel indirect. Est-ce que la politique des enveloppes a échoué? Non, je pense que l'investiture du parti à la tête des exécutifs a marché 8 fois sur 10. Est-ce que c'est utile? Oui. Est-ce que ça bloque la possibilité à d'autres camarades de se présenter? Non. La preuve, c'est que des camarades se sont présentés. Évidemment, c'est aux instances dirigeantes du parti d'apprécier si cela constitue une faute suffisamment grave pour qu'il soit traduit au conseil de discipline ou pas. Mais en aucun cas, et c'est la loi républicaine qui l'impose, en aucun cas le parti ne peut empêcher qu'un camarade en session de plein droit ne se présente à une élection, que ce soit au niveau des exécutifs communaux ou comme il y a quelques jours au niveau des exécutifs régionaux. Le problème de fond, je pense, est peut-être à voir ailleurs. C'est-à-dire que, et moi je l'ai souvent exprimé, le code électoral camerounais a laissé en soi, effectivement, une possibilité de détournement, justement, de la souveraineté du peuple. Parce que si, et c'est le cas des conseils régionaux, la démocratie qu'on évoque ici, certes, c'est une démocratie interne à l'organe délibérant. Parce qu'une fois que l'organe délibérant a été élu au suffrage universel direct ou indirect, il est relativement autonome. Et on veut instaurer au sein de cet organe délibérant une démocratie. Ce n'est plus le peuple qui est au sein de cet organe délibérant. Mais toutes les actions sont destinées, c'est le peuple qui est le destinataire final. Oui. Le conseil régional travaille pour le peuple. Sauf que le problème qui se pose, c'est que le peuple, par exemple, pour les conseils municipaux, et nous, les électeurs des conseils régionaux, nous n'avons pas élu un exécutif. Nous avons voté pour une liste
où tous les conseils régionaux sont égaux. Parce que la loi les a rendus égaux au départ. Vous avez dit quelque chose, Jean-Baptiste, avant de continuer, je voudrais que vous nous aidiez à repréciser un tout petit peu. Quand le parti, comme votre parti, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, envoie une liste à investir, j'imagine que les postes sont déjà définis. Est-ce qu'il est possible pour les scrutateurs de changer l'ordre de ces listes-là comme cela s'est fait dans le Sud? Il n'est pas possible. Mais il n'est pas impossible que d'autres camarades se présentent face à la liste investie par le parti. Parce que la loi autorise cela. Oui, oui. Donc, le parti ne peut pas empêcher qu'un camarade... Vous avez vu, il y a eu plusieurs expériences. Est-ce qu'il y avait donc possibilité d'appartenir à plusieurs listes? Moi-même, j'ai été élu maire face à une liste en session de plein droit que j'avais battue en interne, au primaire interne, mais qui est revenue en session de plein droit. Donc, la loi le permet. Et le parti fait usage du discernement pour voir à la fin qui on sanctionne, à quel niveau de sanction, s'il y a eu faute ou pas. Parce il peut arriver que les mandataires du parti aient, par exemple, faussé le jeu démocratique à la base. Comme je vous dis, en interne, pour ce qui est des exécutifs communaux, il y a un choix démocratique que le parti organise avant d'aller à la session de plein droit. Mais si ce choix démocratique en interne a des lacunes, pose un problème, et que un camarade, lors de ce choix interne, se sent brimé ou alors ôté de sa possibilité ou marginalisé, il peut, comme la loi le permet, aller se présenter à la session de plein droit. Donc c'est au parti de discerner, de voir dans quel... Il y a eu, nous connaissons ici à Yaoundé 6, le maire Yoki Onana qui s'est présenté malgré l'investiture de feu Madame Eyebe, je crois, à l'époque, lors de la succession du feu maire de Yaoundé 6. Et les conseils municipaux ont bel et bien élu M. Yoki Onana. Il n'a pas été sanctionné ni traduit au conseil de discipline parce que sûrement, il y avait une jurisprudence qui imposait, et il avait raison, il exigeait qu'on respectât la procédure de désignation des exécutifs en interne qui passe par une élection démocratique entre nous. Voilà. Alors, vous êtes quand même d'accord que le cas du Sud est révélateur d'une discorde entre les consignes du comité central et ce qu'on va appeler la légitimité politique. Ce que je voulais relever par rapport à la loi républicaine, c'est que je pense que, et ailleurs, on n'observe pas ces problèmes. Je crois que cette difficulté vient de cette loi républicaine qui nous crée en interne des problèmes. Lorsque, l'exemple que je connais bien, la France, lorsque vous êtes tête de liste à une élection municipale, vous êtes le candidat naturel et unique du parti à poste de chef de l'exécutif. D'ailleurs, c'est vous qui répondez de la liste. Même ici au Cameroun, au niveau du code électoral, c'est la tête de liste qui est le mandataire du parti pour tout ce qui est contentieux et tout ce qui est procédure concernant cette liste durant le processus électoral. Donc, il me paraît utile d'aller peut-être plus loin en instituant que les têtes de liste soient d'office les candidats à la tête des exécutifs. Ça réglerait deux problèmes en interne. Bon, mais là, ça ne concerne que nous en interne. Bien sûr. Mais de façon générale, ça réglerait le problème de marchandage et de corruption. Régulièrement, la veille des élections des exécutifs... Qui ont souvent été évoquées dans votre parti. Pas que dans notre parti. Et la veille, je vous rappelle que lors de la dernière élection, des dernières élections municipales, d'autres partis ont eu les mêmes problèmes. Le PCRN, comme ce sont mes voisins dans le Lyon et le PCRN a investi des candidats à la tête des exécutifs. D'autres camarades PCRN ont refusé d'appliquer et ont démocratiquement battu les candidats. Bon, comme le PCRN n'est pas là, on va parler du RDPC. C'est un problème du code électoral qui crée des problèmes à tous les partis
politique au niveau des élections des exécutifs. Donc, si on arrêtait au niveau du code électoral que, naturellement, la tête de liste au conseil régional présentée par le parti, tel parti politique ou tel autre, la tête de liste au niveau des conseils municipaux présentée par tel ou tel parti, quel que soit le parti, est le candidat à la tête de l'exécutif, comme ailleurs. Moi, je crois que ça réglerait le problème. Est-ce que vous, Jean-Baptiste Atemengue, qui êtes militant du RDPC, cadre élu de ce parti-là, est-ce que vous ne pouvez pas susciter le débat en interne sur la question? Non, le débat a toujours existé en interne. Et pourquoi il ne prospère pas? Pourquoi on n'arrête pas un consensus sur la question? Le RDPC est un parti démocratique. Avant l'arrivée... Vous venez de dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas passés par la démocratie, oui, comme on l'aurait souhaité. Non, oui, le parti peut mandater des gens qui ne sont pas démocrates. Nos militants ne sont pas tous démocrates au même niveau. Bon, mais le président national avait institué les primaires au sein du parti. Avant lui, on ne discutait pas. Les listes étaient dressées au niveau du comité central de l'UMC. Il n'y avait pas de concertation. C'est quand il est arrivé à créer un rassemblement démocratique. Là, c'était l'époque du parti unique, c'était normal. Mais même sous ce parti unique, il a autorisé dès 1988 la possibilité de plusieurs candidatures en se disant, en se dessaisissant de la désignation, j'allais dire, autoritaire des candidatures. Donc, il avait laissé le soin à la base de choisir les candidatures. À partir de cet instant, c'est toujours resté, ça demeure la préoccupation du parti, la consultation de la base. Mais maintenant, il arrive que cette consultation de la base ne soit pas bien appliquée par les mandataires du parti. Il peut arriver aussi que cette consultation de la base connaisse des dérives, et c'est pour ça qu'il faut trouver un équilibre. Lorsque, en 1997, on a organisé des primaires au niveau des choix des candidatures, que ce soit aux élections municipales ou législatives, à l'époque, c'était à la mode les Feman, on a décrié au sein du parti l'emprise de certains voyous, entre guillemets, mais financièrement lourds, qui avaient fait main basse sur l'investiture, parce qu'ils avaient gagné démocratiquement en arrosant, en corrompant beaucoup de camarades, et là aussi, il se pose un problème. Donc c'est pour ça qu'il faut trouver un équilibre. Parce qu'il s'agit des questions d'État. La démocratie, c'est pour le bon fonctionnement de l'État. Si vous laissez la démocratie et l'argent corrompre la démocratie, ça veut dire qu'au niveau de l'État, il sera aussi corrompu. Et au sommet de l'État, la souveraineté du peuple ne sera pas bien exercée dès lors que l'argent entre en jeu. Donc il faut trouver un équilibre entre l'objectif démocratique du parti, de faire en sorte que la base désigne, soit consultée autant que possible lors des modalités d'investiture, mais il faut laisser aussi le soin au parti de garder, de privilégier un certain nombre d'équilibres. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la démocratie intégrale ne profite jamais aux jeunes et aux femmes qui n'ont pas les mêmes les ressources matérielles comme immatérielles. Sur la base de ces faits-là, évoqués plus haut, vous avez évoqué un certain nombre de faits, vous avez convoqué même des faits précédents. Est-ce qu'on peut dire que le RDPC considère sa démocratie plus un slogan que de faits? Non, on ne peut pas dire ça, on ne peut pas dire ça. Nous sommes... je suis un vieux militant de plus de 30 ans, j'ai vécu, et je n'ai vécu que des expériences démocratiques au sein du RDPC. Je pense que ça reste le socle même du fonctionnement du parti. Et lorsque la démocratie ne fonctionne pas, c'est le RDPC qui est perdant. Et donc, il faut maintenir le cap de démocratisation interne du RDPC. Maintenant, comme je vous ai dit, il n'y a pas que la démocratie immédiate. On fait des primaires, il y a des gens qui gagnent, mais les intérêts du parti vont au-delà de ça. Si vous organisez des primaires partout et que vous mettez les femmes de côté, les jeunes de côté, et que ces composantes ne se reconnaissent plus. Comme le constat qu'on a fait tout à l'heure, on a fait un ensemble de constats. Ne se retrouvent plus dans les listes. Vous voyez que les listes de l'opposition vont attirer plus que nous
les suffrages de ces composantes, même si ces listes n'ont pas procédé démocratiquement. Mais le fait que ces listes, de façon autoritaire de nos adversaires, aient mis des femmes et les jeunes parmi leurs candidatures. Est-ce que vous avez peur, Jean-Baptiste Atemengue, de heurter un peu la sensibilité de vos chefs politiques? Non, on n'a pas peur. À travers vos réponses, parce que nous avons fait tous le constat qu'il y a des limites dans la démocratie interne, et vous semblez encore faire la langue de bois. Est-ce que vous avez peur de heurter quelqu'un? Non, ce n'est pas la langue de bois. C'est un équilibre qu'il faut garder entre l'intérêt général du parti à court terme, à moyen terme et à long terme, et cet intérêt supérieur du parti exige toujours plus de démocratie, toujours plus de jeunes, toujours plus de femmes et toujours un rassemblement de toutes les composantes sociologiques. Je vais vous prendre un autre exemple. Rapidement. Vous savez qu'au sein du parti, à un moment, on a connu des dérives où une seule famille qui disposait de beaucoup de ressources matérielles et immatérielles, notoriété et tout, se retrouvait à s'accaparer toute seule de plusieurs postes, de plusieurs fonctions représentatives sur nos territoires. Qu'est-ce que le parti a fait? Le parti a introduit la nécessité, et même, je vais vous dire, les postes en question, comme en 97 ou en 2002, cette famille gagnait ses postes démocratiquement, parce qu'elle avait beaucoup de ressources. Mais qu'est-ce qu'à long terme ça produisait? Ça produisait une sorte de révolte des autres composantes de la société au niveau de ces territoires, et ça nous faisait perdre des élections, parce qu'à la fin, nos adversaires menaient campagne en disant: vous avez vu, vous êtes les esclaves d'une seule famille, n'acceptez plus d'être esclaves, parce que même quand vous faites la démocratie a ses limites. Il y a un moment où vous-même vous renoncez, vous voyez que, bon, certes, ces gens ont tout, il y a le ministre, la femme est députée, le fils est conseiller municipal, le cousin même est conseiller régional. Même jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas disparu. C'est pour ça, et ces situations de monopole politique des familles, les familles les obtenaient démocratiquement, figurez-vous. Et donc, si le parti n'introduisait pas la notion de partage et l'interdiction que tous les postes soient accumulés dans une même maison, vous aviez même, moi je l'ai connu dans mon département, un même lit. Le mari et la femme occupent 3-4 postes politiques. Et ce n'était pas normal. Et c'est le parti, et ces gens gagnaient cela démocratiquement, et c'est le parti qui est venu dire stop, ça nous crée à moyen et long terme des problèmes. Voilà. Est-ce qu'à travers le cas du Sud, qui finalement la liste est passée au forceps, est-ce que ça ne vous donne pas un signal fort pour les élections municipales et législatives qui s'annoncent? Les élections municipales et législatives, en général, le parti les organise de façon démocratique au niveau des investitures. Je pense que si vous relisez les lettres circulaires des 5-6 dernières élections municipales législatives, vous verrez qu'il y a toujours une modalité démocratique de choix des candidatures, tout en évitant des divisions et des guerres fratricides au sein du parti. Donc il y a un équilibre que la lettre circulaire trouve toujours. La nécessité, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui a manqué à la lettre circulaire au niveau régional, quand il y a un collège électoral qui doit désigner, ça peut être les bureaux des organes de base sont toujours concernés, parce que ces bureaux des organes de base sont désormais élus démocratiquement. Donc, ils représentent les camarades. Lorsque ce collège se réunit, si la lettre circulaire, et c'est toujours le cas, précise qu'en cas de désaccord, s'il n'y a pas de consensus, qu'il y ait un vote des camarades. Et c'est très souvent le camarade choisi par la majorité des camarades qui composent ce collège qui est investi ensuite par les instances dirigeantes du parti. Donc le comité central n'impose pas au niveau des élections municipales, des élections municipales ou des législatives, n'a jamais imposé un candidat en tant que tel. Mais il y a toujours des
mandataires du parti, les instances dirigeantes, qui peuvent ne pas parfaitement remplir cette mission et qui, soit par des élites qui essaient d'influencer, d'imposer leur poulain, qui peuvent fausser ce jeu démocratique. Et là, ce n'est pas acceptable. Et je crois qu'au niveau du parti, et nous on a souvent demandé, autant qu'on sanctionne les camarades qui ne respectent pas les consignes du parti, autant on doit aussi souvent sanctionner les camarades, qui sont souvent des grands camarades, membres du gouvernement et autres, qui viennent dévoyer l'objectif démocratique prescrit par le président national. On ne les sanctionne pas souvent. Ils doivent aussi être traduits au conseil de discipline lorsqu'ils créent le désordre ou lorsqu'ils ne viennent pas appliquer les règles démocratiques telles que le président national les signe souvent au niveau de la lettre circulaire. Alors s'il fallait faire un commentaire à travers ce qui s'est passé au Sud dans le cadre préventif pour les élections municipales et législatives à venir, que diriez-vous, Jean-Baptiste Atemengue, vous qui maîtrisez un peu les rouages de fonctionnement de votre parti et qui êtes également élu, c'est-à-dire vivez la politique locale au quotidien? Moi, je dirais que au niveau des lois républicaines, il faut les modifier légèrement. Le code électoral, à mon humble avis, doit, pour corriger cette corruption qui est omniprésente dans les élections des exécutifs, que ce soit au niveau communal et au niveau régional, la circulation de l'argent qui vient déjouer ou dévier la souveraineté du peuple, je crois qu'il faut que le code électoral impose que la tête de liste soit d'office la tête de l'exécutif, comme c'est ailleurs. Voilà. En France, vous ne sortez pas de l'élection avec une égalité parfaite comme ici. La tête de liste est mandataire et donc naturellement candidat. Je crois que le code électoral pourrait modifier les choses. Deuxièmement, maintenant pour le choix de ces candidats, conseillers municipaux et conseillers régionaux, au niveau des conseils municipaux et des législatifs qui arrivent, je crois que le parti s'est souvent très bien débrouillé avec des lettres circulaires qui passent par une modalité démocratique de choix de ces candidatures. Et je pense que la lettre circulaire doit insister sur cette modalité démocratique, avec des règles précises, claires. Si on reprenait la dernière lettre circulaire de 2020, je pense qu'elle était parfaitement démocratique. Un collège pour les députés bien défini, un collège pour investir les conseils municipaux. S'il n'y a pas de liste consensuelle, on passe à l'élection au sein de ce collège et les camarades choisissent les candidats qu'ils estiment être aptes à diriger les exécutifs ou à être conseillers municipaux. Je pense que c'est cette modalité démocratique qui doit prévaloir pour écouter la base, effectivement, mais éviter que certains de nos grands camarades viennent influencer ou tenter de détourner. On a compris que vous décriez un mal qui vous tient à cœur. Voilà. Merci Jean-Baptiste Atemengue. On espère que vous avez été entendu par vos chefs politiques qui vont certainement agir en amont avant que les plis fermés ne descendent au niveau de... Merci d'être venu nous éclairer. Les plis fermés au niveau des municipales, je crois, aux dernières élections, n'ont existé que pour l'élection des maires de ville. Maires de ville. C'était aussi, comme avec les conseils régionaux, une toute première expérience. Je ne sais pas ce que les instances dirigeantes vont décider, mais les mairies de ville sont quand même assez sensibles. On a déjà fait un pas des délégués du gouvernement aux mairies de ville qui sont d'abord à la base des conseils municipaux et des grands conseillers. Je pense qu'il faut trouver aussi là un équilibre pour que l'investiture ne soit pas sèche et que ces camarades grands conseillers se retrouvent peut-être aussi, comme ça se fait avec les autres communes, se retrouvent 1 ou 2 jours avant la désignation du maire de ville et que les instances dirigeantes
propose et discute, dialogue avec les conseillers, les grands conseillers. Le problème de fond dans un parti politique, dans une famille politique, c'est que toutes les individualités soient utilisables et utilisées. En politique, on ne peut pas occuper tous les postes à la fois. Il ne faut pas non plus être obsédé par un seul poste. Vous pouvez ne pas être utilisé par le parti à un poste et il vous propose de vous utiliser à un autre poste en vous donnant les raisons pour lesquelles vous seriez peut-être plus utile au parti à un autre poste. Et ça, ce n'est pas une politique d'exclusion, mais c'est une politique d'utilisation rationnelle et équilibrée sociologiquement de toutes les ressources humaines du parti. Merci Jean-Baptiste Atemre de nous avoir éclairé. Merci d'avoir accepté de venir échanger avec nous dans le cadre de cette émission. Merci à vous à la maison de nous avoir regardés. À bientôt sur les antennes du Canal 2 International.